Je m'appelle Pierre Nice, je suis français, à 90% allemand. Donc, c'est pour ça que ça coince un petit peu en France. J'habite en Suisse quand j'y suis. À l'heure actuelle, je fais des transformations. Je donne des workshops toutes les semaines depuis juin, au mai même, jusque fin mars, parce que mon client veut mettre en place la méthode, l'approche, parce que c'est une personne qui a été formée, donc j'étais le mentor pendant 3 ans. Et donc aujourd'hui, je suis à Pristina, au Kosovo. La semaine dernière, j'étais à Skopje. La semaine prochaine, je serai à Skopje. Et donc, je me balade beaucoup. Et l'objectif, c'est que je donne des workshops avec tous les employés, pas uniquement l'IT. Donc, je vais avoir les gens du back-office. Et l'idée, c'est simplement ça. Et ça se base sur mon approche qui s'appelle AO. Je l'ai pour l'instant écrit en anglais parce que bon, j'interviens beaucoup, beaucoup dans les environnements anglo-saxons. Et voilà, moi, je vais vous faire une petite introduction pour vous donner à peu près l'idée de base. Ouais. L'idée de base, l'histoire a commencé il y a très, 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 très longtemps. Lorsque j'avais lu un article, un blog de Mario Morero ça s'appelait Agile Animal Farm, basé sur l'histoire de base. J'ai dit, ah, bah tiens, c'est marrant, et j'ai envie de faire un jeu avec ça. Et j'ai fait un jeu qui s'appelle Agile Animal Farm, relativement simple, avec des comportements où on avait les agilistes qui étaient les cochons, et on avait les poulets, et après on rentrait sur différents autres comportements. Après, j'étais parti dans mon délire. Je dis, oh, ben, je vais aller beaucoup plus loin avec ça. Je lui dis, mais comment on va construire une cochonnerie? Donc, une entreprise qu'avec des cochons, qu'avec des gens qui sont impliqués. Et j'avais donné la conférence à l'Agile Tour Monde au Vietnam. Et les gens qui organisaient Montréal ils disaient, ah, ben, tu pourrais venir, on cherche des speakers anglophones. Je dis, je suis français. Ouais, mais tu peux le faire. Mais qu'est-ce que tu veux parler? Moi, je vais vous faire un truc, comment faire une cochonnerie. Il dit, ah non, il faut que ce soit un peu plus sérieux. Et donc, je dis, bon, on va aller sur le travail un peu plus sérieux de la chose. Euh, et donc, je m'intéresse, moi, à l'organisation comportementale, parce qu'à côté, je suis également chercheur en psychologie des organisations, et on appelle ça aussi sociologie des organisations. Et donc, tout est basé là-dessus. Donc, l'histoire, c'est relativement simple, ça c'est moi, donc c'est vraiment une vieille présentation. Bon, je suis aussi créateur de plein de trucs. J'avais créé euh, Agile for HR il y a 12 ans. Ok, ça c'est moi. Donc répète tout le monde après moi. Oh, c'est Oh, intéressant. bravo. Oh, bravo. Mhm. Donc fait plein de choses. À l'époque, jusque fin juin, j'étais chez Conisant. J'avais à peu près 2000 Scrum Masters, 200 coachs. Donc la petite entreprise était grosse de 350 000 personnes. Donc voilà, grosso modo pour dire, voilà la question que je me suis posée, pourquoi la plupart des transformations agiles se plantent parce qu'elles se concentrent beaucoup trop sur les outils et pas suffisamment écouter les gens. Donc ça me gênait beaucoup. Ça, c'était la question de départ. Sur la deuxième question, pourquoi les systèmes de scaling ne fonctionnent pas? C'est parce qu'elles maintiennent souvent le status quo, elles évitent le changement de paradigme. Donc, j'espère paradigmique, c'est relativement clair pour vous. C'est grosso modo la philosophie de travail. Comment on peut faire, comment on peut avancer. Donc, l'idée que j'ai soumise là-dessus, c'est, je parle de différentes histoires. On a l'histoire relativement du fermier. L'histoire du fermier, c'est relativement simple. Un fermier a un magnifique champ et il a une fille à marier et il a trois vaches dans son champ. Le chevalier passe dans son champ et dit, oh, fermier, ma fille se marie ce week-end, je te prends 2 vaches et c'est bon, comme ça tu feras, accepte ta situation, je suis ton chevalier. Le fermier il dit, bah, écoute, je suis pas d'accord, donc on ne va pas se reproduire, j'en aurais plus qu'une, ça va pas. Ah, sois content, il t'en reste une. Et le chevalier part avec les 2 vaches et le fermier il dit, bah écoute, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Chez qui je vais me plaindre? Comment je peux faire une escalation? Comment je peux aller? Donc, il va voir chez le comte qui va dire, ah ben, c'est pas mon problème, hein, tu règles ça avec ton chevalier. Il monte chez le duc, pas de réponse, jusque chez le roi, qui dit, c'est pas mon problème, tu règles ça avec le chevalier. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que mon fermier qui est à la base de la pyramide, bah, il a du mal à avoir quelqu'un qui va régler ses problèmes.
ou qui va l'aider pour régler des problèmes qui ne sont pas inhérents à lui-même, mais qui sont extérieurs. Et chacun pousse le bouchon ailleurs. Et lui, le problème, c'est qu'il est né fermier et le roi, il est né roi. Il a été nommé par une entité supérieure, roi. Et donc, ce système-là, c'est un système qui est relativement connu par tous et qui fonctionne depuis toujours. Ça, c'est une première histoire qui est relativement courte. Je veux mieux qu'elle le reste aussi. Alors, en fin de compte, quand on va parler de trois éléments, on va parler de culture pour certains, même si je suis en train de changer d'avis de culture, la culture ici, c'est pas la culture française, ce serait plutôt une culture alternative, comme une pop culture, comme une culture alternative. On va pas parler forcément de mindset, parce que mindset est un thème qui est relativement chaud, c'est un petit peu comme la bosse des maths. Le mindset réfère à ta culture à toi, comme la quête de sens. Ce qui fait sens, par exemple, pour toi, Anne, on va dire, ça va pas forcément faire de sens pour moi, Pierre, avec ma culture, avec mon background un peu bizarre. Euh, donc, on va forcément, mon angle va plutôt dire, bon, je vois en termes de comportement. Donc, je veux dire, est-ce que l'agilité est un système qui va être comportemental? Partez là-dessus, j'ai une deuxième histoire, l'histoire de Jason. Jason, de son côté, Jason, c'est un junior qui vient intégrer une nouvelle société, complètement excité, complètement passionné. Il pose plein de questions et son manager, il va dire, ouais, 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 non, non, attends. J'ai pas la réponse pour toi. Concentre sur ce que je t'ai dit de faire. Voilà les tâches que je t'ai allouées. Vas-y. Mais Jason, il demande plein de choses. Et à un moment donné, il vient franchement frustré. Cependant, mon petit Jason, lui, il adore aller danser. Il va danser la salsa. Il va danser la salsa le samedi soir. Et là, il rencontre une jeune fille qui lui plaît beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Elsa. Et ils dansent beaucoup ensemble. Ils deviennent très complices, ils deviennent très proches. Et il s'avère que Elsa, c'est l'assistante du patron. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, Jason et Elsa, ils commencent à parler beaucoup de l'entreprise. Et Jason, il a beaucoup de questions, il aura beaucoup de réponses de la part d'Elsa. Et excessivement rapidement, bah, Jason, il commence à avoir plus d'informations sur l'entreprise et sur les processus d'acceptation ou quoi que ce soit que son supérieur hiérarchique. Je pense qu'on connaît tous relativement cette situation-là. Ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, on travaille sur deux éléments. On parle d'un côté la relation du junior avec Elsa, c'est ce qu'on appelait une organisation. C'est le lien qui va être le système souvent relationnel, comme on est tous originaires de Bretagne, on a des liens communs. Et de côté, on a la structure qui est celle, l'approche pyramidale, qui est avec le roi à la tête de tout ça. Donc on a deux aspects qu'il faut dissocier, que je dissocie. C'est l'approche structure, c'est pas l'organisation. Donc, à la fin des années 90, il y avait des gens comme Waterman qui avaient fait des recherches, qui étaient de chez McKinsey, qui travaillaient sur une modélisation de, je crois qu'ils appelaient ça 8S, 8, non, 8W, qui était le modèle de transformation organisationnelle que McKinsey proposait. Et ils ont créé un magnifique white book, livre blanc, ouais, on peut appeler ça comme ça, une publication où il expliquait structure ces différentes organisations. En fin de compte, la structure, d'un côté, c'est par exemple, si je suis senior manager ou directeur d'une grosse structure, moi je suis dans la structure, dans l'organigramme, directeur, et mon objectif, c'est de devenir senior directeur, vice-président, etc., etc. Donc mon objectif est relativement là-dedans. Ce design est fait pour être compliant, je ne connais pas le terme français, donc vraiment en régulation. Mais de côté, c'est pas là que je crée de la valeur. Ma valeur est créée ailleurs. Donc ici, je zappe un petit peu. D'un autre côté, ça, c'est les premières hypothèses de base qui sont des hypothèses qui sont d'un point de vue structurel, la différence entre structure et organisation. Après, j'ai une autre histoire qui est l'approche, la robustesse par rapport à la hein, responsivité, responsiveness, qui est la réactivité, mais beaucoup plus, pas hyper réactif, c'est la réactivité par il y a un événement qui se passe, j'ai la capacité de réagir. Donc, la robustesse, le cas du Titanic. Le Titanic a été designé comme le meilleur outil, le meilleur design, le pinacle de confort et du luxe, avec un super radiotélégraphe, avec des systèmes de sécurité avancés. Grosso modo, c'était le, le summum de la technologie
et, et de l'art de fabrication. C'est un bel outil. Le problème, ce qui se passe, c'est qu'il y a un Black Swan, donc un cygne noir, qui s'est opéré, c'est qu'ils ont découvert, oh mon Dieu, à 3 kilomètres en Atlantique Nord, il y a un iceberg. C'est vraiment étonnant. Et donc, 3 km, bah, c'était trop tard pour pouvoir éviter cette fameux iceberg. Et ensuite, on connaît toute l'histoire grâce à Leonardo DiCaprio. Le Black Swan, c'est donc, on s'est rendu compte, mon Dieu, je ne sais pas quoi faire, mon Dieu, c'est trop tard. D'un autre côté, on sait que la robustesse, bah, ça va souvent à l'encontre et ça nous remet droit dans le mur. Parce que si je fais un design d'organisation pour quelque chose qui va résister dans le temps, c'était le cas qu'on avait au préalable, c'est très très bien dans les environnements qui ne sont pas changeants, quand je suis en situation de monopole, où ma demande est supérieure à l'offre, mais il va falloir que je m'adapte au contexte. À l'heure actuelle, on est tous global, donc, on doit complètement changer. Donc, on a des modèles, par exemple, des sociétés comme Forrester, annoncé relativement rapidement depuis 10 ans, que vos modèles métiers, ben, ils vont changer au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, ils sont obsolètes. Donc, chacun parle de VUCA ou de VICA, je crois en français, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. C'est typiquement ce à quoi il faut pouvoir s'adapter au métier. D'un autre côté, on a je dis responsivité, hein. Je ne sais pas si c'est français, excusez-moi. C'est ce que je trouve qui ressemble un peu plus à la notion qui est derrière. Que si j'avais maintenant une flottille de petits bateaux qui sont relativement rapides, et si j'ai un iceberg à 3 kilomètres, c'est aucun problème. Je n'ai pas de tirant d'eau. Là, je laisse passer Laurent, qui est un expert en navigation. Mais grosso modo, c'est un peu l'histoire. On va passer au travers, on dit c'est quoi le problème? Partir de cette métaphore, on peut se dire, je peux concevoir une organisation relativement différente, qui peut être une organisation émergente, qui grosso modo, ben, je peux avoir une nuée de bateaux moteurs, de speedboats, qui peuvent être très intéressants, et celles-ci peuvent représenter une forme de structure. Cette forme de structure, ben, mon modèle organisationnel peut être complètement différent. On peut dire, voilà, ben, j'ai cette accumulation de petits bateaux moteurs, avec une forme qui est virtuelle, on va dire, c'est la structure donc, qui est appelée l'entreprise, mais à l'intérieur, j'ai des entités qui sont complètement autonomes, qui peuvent s'adapter à différents contextes, et pour ça, on va avoir un portefeuille pour réguler tout ça. Donc, dans mon approche AO, je pars de l'hypothèse que chaque équipe est considérée comme une start-up interne. Et c'est 1, 2, 3. Ouais, pardon, C'est... vas-y. Oui, tu vois? Tu voulais me Non, non, couper? je voulais mettre sur pause parce que là, on est au cœur de ton modèle. Ouais, L'organisation agile, c'est un réseau de mini startups internes tout à fait. dans une structure qui est un container. Et donc, c'est quand même un modèle extrême. Donc, gardez bien ça en tête pour pour la suite et les discussions. Voilà. Donc ici, on a cette illusion de la structure, mais qui est, en fin de compte, là où je crée de la valeur, c'est avec mes petits bateaux. Donc là, on va créer. Mais on va arriver beaucoup plus en détail pour savoir où on va. Quel peut être le but ultime? Euh, une organisation comme un open space ou comme une plateforme. Euh, pour une entreprise qui est responsive, qu'elle soit petite et qu'elle soit grosse, on sait que ça marche. On est sur une approche qui est complexe et adaptative d'un point de vue systémique. On crée pas une factory, on crée une collection de laboratoires. On a une idée qui rentre, on a un concept qui est dans un safe to field container, dans un environnement qui est relativement euh, protégé. Là-dedans, les équipes peuvent être travailler sur différents concepts et on a un système qui est émergent. Donc, le système, le côté complexe est un système qui est en permanent, qui n'est pas organisé, qui est divers, qui est drivé par la diversité. Mais avec l'approche agile de AO, je propose, c'est qu'à un moment donné, si on reste que sur le complexe pur et dur, on est plutôt sur la recherche. Comme on est dans un environnement économique, à un moment donné, il faut faire des stops et même réajuster, redéfinir les objectifs. Et là, on est
sur des équipes qui sont comme une équipe de Scrum de base ou comme une équipe Kanban. Elle est auto-organisée et on est sur un système à flux tiré. Bon, là, je commence à rentrer dans les trucs un peu techniques. Si je vais un coup en arrière, mon entreprise peut être considérée comme une société de capital risque. Si j'ai toutes mes équipes qui sont des startups internes, donc mon portefeuille, géré comme un portefeuille d'investissement. À savoir que je peux acheter des entreprises, des équipes, ou je peux revendre des équipes, parce qu'elles travaillent sur des unités. Donc on est relativement lié à ce qu'on appelle les approches produits à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la direction? On travaille sur des portefeuilles d'investissement. Donc la logique va être relativement là-dessus. Bon, j'ai un background un peu fort en finance, mais ça permet de comprendre la logique en testant un peu partout. Ça résonne dans beaucoup de gens. Au lieu de dire, bah, j'utilise qu'une méthode. Les outils, ça va être simplement quelque chose qui va supporter l'idée, le concept général de ce qu'on a, de cette fameuse approche AO. Grosso modo, on a ici le planning. Bon, ça, je vous la zappé, mais je vous passerai la présentation, parce que je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça. Donc, on a un portefeuille qui est consolidé en amont, mais chaque équipe a un portefeuille aussi. Logique relativement simple. Ça semble, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec le finance, c'est quand même de la finance de petit niveau, hein, de relativement simple. L'objectif, c'est de garder les règles du jeu relativement simples pour que les gens puissent comprendre où on va. Juste pour aussi Hein. dire que c'est simple à la fin, en tout cas la manière dont tu le proposes, c'est que tu dis une équipe, c'est un portefeuille, mais tu fais vite le lien entre le portefeuille et le backlog, et pour dire qu'à la fin, finalement, ton portefeuille consolidé, c'est l'agrégation des backlogs des équipes finalement. Tout à fait. Voilà. Absolument, tout à fait. C'est à un moment donné, quand Kniberg avait dit on avait un team backlog, c'était dans sa présentation Agile Product Ownership in a Nutshell. Très, très bien. J'utilise à chaque fois dans mes workshops. C'est qu'à un moment donné, les équipes risquent de devenir multitâches. Et on a, toutes les équipes ont des problèmes de dépendance. Ici, on a le stress ultime, c'est que mon équipe, c'est comme si elle était invest avec une user story, pas de dépendance, absolument. Mes équipes sont bout à bout et elles sont dédiées. Donc, si je vous le dis ça comme ça, parce que c'est les problèmes auxquels on fait face tous les jours, où c'est ah ben non, c'est pas possible. Je dis oui, mais c'est vers quoi il faut aller, sinon ça n'ira jamais. On peut tester n'importe quelle méthode, aucune ne fonctionne si cette règle de base n'est pas respectée. Ok, ici, pop, 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 c'est pareil, là je réponds. Comment ça répond au change? Bah, au change, en fonction du Black Swan, ben, la forme de mon entreprise, elle peut changer complètement, hein. Ça peut être des sous-marins, ça peut être des paquebots, ça peut être à un moment donné, on peut changer par rapport, ici, la métaphore du Black Swan, ça peut être également un changement stratégique. Souvent, pour ceux qui utilisent l'OKR, on a des QBR ou des réunions trimestrielles où on refait le planning trimestriellement. Ben, souvent, mes équipes, elles se reforment en fonction de l'objectif qu'on définit. En clair, on fait la réunion trimestrielle, on est tous ensemble, on essaie du moins d'être tous ensemble, et on définit, bah, là c'est le value stream qu'on va définir sur les produits qu'on va concevoir, et les équipes vont se concevoir autour des value streams. Donc peut-être un trimestre, j'aurai 5 équipes, le trimestre d'après, j'en aurai 10. Et après, j'en aurai peut-être plus que 3. C'est par rapport à ce qu'on veut réaliser, on va s'organiser les équipes comme ça. Alors les équipes organisées, qui organise les équipes? C'est émergent. C'est grosso modo, tu vas demander, voilà ce qu'on veut faire, et tu veux travailler où? C'est comme à la cour de récréation, on fait une partie de foot, et toi, tu veux travailler où? Le risque, c'est d'avoir quelqu'un au top qui dit, eh ben toi, tu vas travailler là maintenant. Et donc là, c'est le côté qui est un peu plus compliqué pour faire comprendre, pour faire adopter l'idée. Mais souvent, quand on explique avec mes clients, on organise autour des chaînes de valeur, les gens bah, disent, ah bah oui, ça fait sens. Là, on est très lean, en l'occurrence, mais ça crée de considérer. Le côté qui est un peu plus compliqué, c'est que souvent on se dit, bah écoute, moi, une équipe, je vais y rester jusqu'à la fin de mes jours. Je dis ça, peut-être pas, parce qu'une équipe, ça a une durée également. Le risque, c'est pas forcément qu'on va changer d'équipe parce que
on a envie de changer d'air, c'est que le risque qui se passe la plupart du temps, c'est que ah ben moi reste avec mon équipe, mais il faut que j'assiste dans les autres réunions des autres équipes parce que là-bas j'ai mon travail. Donc du coup, parce que j'ai envie d'être, je suis complètement engagé, je commence à du multitâche. Et là, c'est toujours intéressant de leur dire, mais écoute, d'accord, ce serait peut-être cool que tu choisisses parce que là, tu vas survivre pendant 3 mois. Est-ce que tu peux pas choisir ou alors on ramène le travail de l'autre équipe au sein de l'équipe de base parce que le travail rentre dans une équipe, pas sur un individu. Ou alors, bah, tu pars complètement travailler dans l'équipe avec l'option, tu peux toujours revenir après. Mais Donc, là, ça, tu casses un principe ou un dogme de l'agilité avec les équipes stables. Toi, tu le dis, c'est Anne qui pose la question du dynamic reteaming, hein. C'est-à-dire que tu dis, OK, maintenant, les équipes, elles sont stables au sein d'une une cadence trimestrielle, ça c'est ta proposition, mais en dehors, elles peuvent changer complètement, c'est ça? oui, oui, mais je vois la question. Si je suis dans un contexte monolithique où tout est de top-down et je définis, je vais créer un outil de production avec des release trains, des choses comme ça, là je dis c'est un no-go, c'est un no-go complet. Si maintenant je suis plutôt côté bottom-up, on va reconstruire tout ça, il faut quand même concevoir qu'une équipe, ça dure pas. Tu peux rester la même équipe ad vitam aeternam, c'est aucun problème. Le côté, c'est pas imposé, hein. Donc, il faut que je puisse bouger d'une équipe à une autre. Et à un moment donné, bah, tu es juste peut-être fatigué de ton équipe et c'est bon d'aller un petit peu au vert pendant 1 ou 2 mois. Donc ça, c'est les choses auxquelles on est confronté. Mais en fin de compte, ce que je dis n'est pas complètement hors de l'agile. Si tu prends le modèle c'est Tuckman, Forming, Norming, Storming, tu as après Performing, après tu as la dissolution c'est Adjourning, je crois, ou c'est la dissolution de l'équipe. Et si tu pars du principe que une équipe est temporaire, pas non, mais temporaire, ça peut être 10 ans, hein. Donc, je trouve que l'approche est beaucoup plus honnête que dire, ah ben, vous serez toujours ensemble. Il y a des choses qui changent. À un moment donné, tu as besoin peut-être des profils différents au départ d'un projet, après un peu différents dans une autre phase du projet. Enfin, projet, le cycle de vie de produit. Et donc, ça, c'est OK. À un moment donné, tu as des membres des équipes, forcément, tu les vois bouger, hein. Et tu dis, bon, bah, c'est peut-être si je suis complètement dogmatique et tu dois rester dans l'équipe et tout ça. Mais grosso modo, pendant au moins un sprint, l'équipe, elle est à 100% dedans. Hein, avec l'Imprimerie nationale, on avait fait des trucs assez fous sur les projets. C'est un projet très court avec l'Afrique, où dès le départ, on savait que le contexte était compliqué. Parce qu'il y avait du support, machin. J'ai écouté, voilà, à peu près, on va avoir 2 équipes de base. Mais sachant que ça va bouger tout le temps, je veux au moins une qui bouge pas. Donc on avait un sprint où il y avait 2 équipes, l'autre sprint, il n'y en avait qu'une. Après, on en a nouveau deux. Mais je voulais jamais avoir d'équipe de 10 ou 12 personnes. C'est toujours des petites équipes, des pizza teams, pour qu'on garde la dynamique. Et après, on acceptait le truc parce que le contexte, c'était même pas la direction qui disait, c'était les collègues qui disaient non, je peux pas, moi, il faut que je saute à droite, à gauche. Je dis OK. Donc, tu as adapté un petit peu ton approche comme ça et ta planification par rapport au contexte. Donc, en fin de compte, c'est relativement ce qui se passe en réalité, quoi. Ouais, attends, je vais Ouais. remettre les caméras. Pour l'instant, mais c'est peut-être volontaire, tu n'as pas parlé de cycle. J'ai pas entendu vraiment les cycles Non. que tu proposes. Ok. Non, alors les cycles, donc dans l'absolu, donc moi comment dire, systématicien, le terme très, très pompeux. Euh, mais les cycles, la plupart du temps qu'on applique, ce sont les cycles de 3 mois, parce que 3 mois, c'est souvent le temps maximum qu'un exécutif peut tenir sans changer de stratégie. Le risque, c'est que s'il change de stratégie tous les jours, ça va être comme à l'armée. Tu reçois un ordre, attends le lendemain pour le contre-ordre. Et en fin de compte, ça fiche le système. Là, le côté, c'est plutôt, tu t'engages pour 3 mois, tu tiendras 3 mois. Et on sait que 3 mois, c'est relativement sensé. Au-delà de 3 mois, c'est plus compliqué. Donc, on est sur des cycles de 3 mois. Et après, quand on parle d'un an, il y a un an aussi, mais c'est plutôt pour se caler par rapport aux OKR, parce qu'il y a des modèles organisationnels qui plus en bouger qui s'appellent Agile at Scale, qui simplement dit, OK, c'est quoi la vision à un an? Et on se reste au niveau de la vision, vraiment.
pas dans le détail, c'est pas important. Et là, on fait du rétro-planning, qu'est-ce qui s'est passé le trimestre d'avant, etc. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est les 3 mois qui viennent. Ok. Et tu parlais de sprint, est-ce que c'est quand même quelque chose que tu gardes un petit peu dans Ouais. ton... Ouais, Je garde pour moi les deux plus importantes méthodes, à mon avis, agiles, c'est Scrum et Kanban. ok. Mes équipes Kanban ont souvent des cycles d'une semaine par rapport à la complexité du travail. Et comme souvent on a plusieurs équipes, on parle sur des sprints de 2 semaines, mais c'est plus pour des raisons d'alignement. On arrête le même jour, on commence le même jour. Souvent, c'est plus facile d'avoir les parties prenantes qui viennent un jour complet et on voit tout le monde. Ok. Sinon, ça nous évite d'embaucher des gens pour faire juste la coordination. Tu as une question de Rafik sur, finalement, tu parles de quelle agilité? Et c'est d'ailleurs tout le sujet du début de ton livre, c'est de cadrer un petit peu l'agilité, parce qu'on a mis tout ce qu'on voulait, tous nos fantasmes derrière ce pauvre mot qui a rien demandé. Et donc la question plus concrète de Rafik, c'est est-ce que c'est l'agilité décrite dans le manifesto en 2021, en 2001, pardon, ou est-ce que c'est quelque chose qui a évolué, ou finalement c'est quoi l'agilité pour toi? Le manifeste n'ayant pas été écrit pour l'entreprise, mais pour les équipes. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. J'ai pu travailler avec le monsieur qui a lancé, qui a créé qui a ramené le mot agile. J'ai travaillé avec Mark Biddle, euh, très peu connu en fin de compte. C'est lui qui a coécrit le livre sur Scrum avec Schweber. Euh, c'est un râleur de première, c'est pour ça qu'on s'aimait bien. Il m'a viré 4 fois, il m'a repris 5. Malheureusement, il a été assassiné, donc on n'a pas pu finir. On a travaillé sur Enterprise Scrum. Et ce qu'il expliquait, c'est que le terme agile, il l'a piqué au Agile Manufacturing. Et Agile Manufacturing, c'est une évolution du Lean Manufacturing. Donc c'est relativement vieux, c'est comment je peux répondre à des marchés de niche au lieu des marchés de customisation. C'était une réaction au Lean aux États-Unis. Ben, c'était une évolution du Lean Ouais, et en ça m'a réaction, quoi. parce que je me Mais suis peu fait importe. Ouais. je me faisais défoncer par les communautés Lean il y a 15-18 ans où je parlais parler d'agile, il dit ouais mais tu ne l'apprends rien du tout, non pratique déjà. Je me faisais défoncer ma race là-dedans et c'était des beaux débats. Et si on voit, on peut, à l'heure actuelle, ce que je vois, il y a beaucoup de collègues, on se réfère sur le livre de base des années 90, qui est sur Agile Competitors, c'est le livre avec couverture jaune. Mm, On parlait plutôt sur comment être réactif. Après, on a beaucoup de choses à dire sur l'Agile Manifesto. Donc, si je veux être un peu pinailleur, c'était pas l'idée, mais je suis bien pinailleur sur le manifesto. J'aime beaucoup le manifesto. Euh, Tout le monde parle de développement logiciel. Le manifesto ne parle jamais de développement logiciel. On parle de changement organisationnel. Et ce qui m'intéressait, c'est le point, c'est individuals and the interaction over processes and tools. Sur les interactions entre les individus. Donc, mon agile, c'est un système qui permet une forme d'interaction entre les personnes là, dans le système. Donc, si j'ai une personne qui est agile, dans mon système, ça ne me rend pas mon système agile. Mais par contre, je peux avoir des gens qui sont tout et n'importe quoi. Dans un système qui est agile, mon système reste agile. Ça, c'est logique. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction entre les gens dans un système qui le rend agile. Et c'est ce que je vais mesurer en termes de communication, de comportement, d'engagement. J'avais une autre question. Je t'en prie. C'est la distance des utilisateurs quelque part de tous ces petits bateaux. On les met des fois pas trop dans la map en fait. Il y a quelque chose que tu pousses un peu vis-à-vis de ton modèle. Hein, donc le lien entre les utilisateurs et les faiseurs, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ou pas? Ah ben, ils sont main dans la main, hein. Ils sont tous Ok. dans le même bateau. Ouais, mais ouais, comment? Ah ben, il y a des réunions de sprint. Des réunions de sprint classiques. Mais sprint reviews, c'est devenu des UAT. Donc, si j'ai pas les utilisateurs, je dis pourquoi vous faites.
Les premières questions que je commence à poser sur les projets ou les programmes agiles, j'ai c'est qui l'utilisateur? C'est qui le client? Oh, on ne le connaît pas. Ah, pourquoi tu commences? C'est le sine qua non. Si on n'a pas ça, le risque, c'est que les développeurs vont perdre de la dynamique, de l'intérêt de ce qu'on fait. À partir du moment, si je développe pour Laurent, il va m'aider à réduire mon scope, et je vais être beaucoup plus pertinent et je serai beaucoup plus efficace. Donc l'utilisateur est Donc quand j'explique, on est sur les startups, une équipe est comme une startup, c'est-à-dire qu'elle connaît son client, elle connaît ses utilisateurs. Pour essayer de compléter ce que dit Pierre, en tout cas ma compréhension, comme ça on va voir si ça y répond. En fait, c'est presque une évidence pour Pierre cette question, parce que dans l'entreprise, il a enlevé, enfin réduit puis enlevé tous les intermédiaires. Oh oui. Voilà. Donc il part du principe qu'effectivement, si c'est un réseau de mini-startups, une startup, elle a accès à ses clients parce qu'il n'y a pas un intermédiaire dans l'entreprise qui fait le barrage, etc. Et donc finalement, c'est pas une question parce que mais la vraie question, c'est comment tu as réussi à transformer l'entreprise pour y arriver. Ah ben, à un moment donné, au début, tu es poli, hein, et à force d'être poli, qu'on t'écoute pas, tu deviens pas vraiment poli. Et j'expliquais, mais là j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens de pays différents, de cultures différentes. Quand j'explique Scrum, j'essaie de comprendre pourquoi ça paraît logique pour plein de gens. Parce qu'en fin de compte, Scrum, il y a les trois rôles les plus simples dedans. Maman, papa et les enfants. C'est l'un qui donne la direction, l'autre qui protège et qui nourrit, et les enfants qui grandissent. Et les enfants ne sont pas toujours 6 ans, ça devient des jeunes adultes. Donc il y a ce côté, je fais attention à ça. Ça vient plutôt d'un retour d'expérience d'une directrice du marketing qui, à la pause de midi, dit, tu fais quoi? Elle explique, ah ben t'es comme une mère, tu travailles avec plein de gens, plein d'enfants, t'as aucune reconnaissance. Ah ouais, c'est à peu près mon métier. Mais j'adore ça. Et une fois que tu expliques qu'on a ces trois rôles, tu comprends que tous les autres rôles ne servent à rien. Donc on a dit, ah ben moi je suis un proxy PO. Donc je cherche à trouver le mot, la phrase choquante. Donc proxy PO, donc c'est grosso modo, j'ai le repas du dimanche, j'ai le réunion de famille, j'ai papa, maman et la maîtresse de papa. Ça fait quoi? Donc on se rend compte qu'en fin de compte, un proxy PO, ben, c'est un PO. Et à un moment donné, tu dis, ben, j'ai pas de proxy, j'ai que des PO. Et des vrais PO qui font leur travail. Et des vrais Scrum Masters. Alors, quand tu as des gros groupes où on fait, ben, j'ai un release manager, j'ai un release, un RTE, j'ai comme ça, moi je fais l'audit de ces choses-là, j'ai, ouais, mais les gars, il y a un problème. J'ai 5 personnes qui rapportent aux mêmes personnes et qui rapportent au point de la même chose. Pourquoi on a besoin de tant de gens? Et tu te dis, mais par contre, j'ai besoin l'équipe a besoin de votre savoir dans différents. Donc, on va repasser. Mais en fin de compte, tu arrives toujours ces trois mêmes rôles. Et il faut trois rôles principaux. C'est grosso modo, même au niveau d'une entreprise, un grand groupe international avec 300 000 employés, le CEO, ça peut être un PO, mais je veux que le Head of RH, la direction des RH, soit au niveau de la direction, parce que, en fin de compte, c'est le Scrum Master de l'entreprise. Et après, je continue, Pierre, du coup. Je t'en prie. Parce que, alors moi, je suis en phase avec ça. Moi, j'ai même mis des utilisateurs PO, donc comme ça, c'est encore plus simple. Ouais. Et par contre, ouais, je reviens sur le début de ta presse, sur un point qui me gratte beaucoup aujourd'hui avec tous mes clients. C'est l'équipe stable, en tout cas l'équipe dédiée. Euh, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, hein, mais c'est dans mes contextes, hein, et quand je te dis un contexte, c'est les 400 personnes, tu vois, 400 une DSI de Ouais. 400, où ils ont des vraies contraintes de compétences, hein, entre des urbanistes, des architectes, des développeurs, des testeurs, etc. Et du coup, c'est un petit peu comment faire, parce que quand on bloque une personne dans une équipe, même Mhm. un sprint, ça coince en fait, ça coince, et même si tu les mets dans le même train, etc., on reste avec, il y a trois autres trains qui auraient besoin de cette personne-là. Et du coup, aujourd'hui, c'est assez intenable, cette contrainte d'équipe fixe ou de start-up que j'entends un petit peu du coup protéger, hein, et donc, ouais, du coup, là, tu gardes
de dire non, allez, c'est une équipe, c'est une start-up et ça reste fermé entre guillemets, quoi. Mon deuxième livre. Là, tu vas comprendre la logique. Et là, je vais répondre à ta question. J'ai l'histoire, on a des perroquets, on est dans une cage, c'est le nid. Tu ouvres le nid et on ne sait pas s'envoler. Ce qui m'intéresse, c'est que si j'ai un perroquet qui est agile, ça ne me rend pas les autres perroquets, ça me rend pas mon nid agile. Par contre, si mon nid est agile, les perroquets sont très bien. On va arriver sur la théorie de flocage. Flocking, on appelle ça la nuée en français. Alors, la nuée, je me suis dit, on a un processus qui est relativement naturel en tant qu'être humain, et je l'utilise celui-ci dans un contexte. Donc, je vais arriver. On a les équipes, quand elles avancent, elles ont juste besoin de quoi? De séparer de la structure, donc de la cage, pour avancer ensemble. Il faut qu'elles soient alignées, cohésion, et éviter de rentrer dans les autres équipes, les dépendances. C'est pour ça que mes équipes, elles fonctionnent le mieux. En fin de compte, dans la nuée, on a deux types d'oiseaux. On a ce qu'on appelle, en termes anglais, les saillies. Sallies, ce sont les oiseaux qui volent dans la nuée. Mais tu as toujours un oiseau qui s'appelle un gleaner, un glaneur, si tu veux, qui n'est pas toujours dans l'équipe. Je vais arrêter de partager. Et cet oiseau qui n'est pas dans l'équipe, ça peut arriver. Donc, j'ai des membres d'équipe qui ne sont pas toujours au truc, un architecte qui rentre et qui sort. Donc, je les appelle les flotteurs. Un flotteur, sa mission, il a un coach, il est coach. Il doit transmettre le savoir aux équipes. Il vient à peu près une heure ou une fois par semaine dans une équipe. Il saute d'une équipe à l'autre. Mais cependant, il a une mission. Sa mission doit avoir une contrepartie au sein de l'équipe, où elle fait du pair programming, où elle fait du shadowing. Et cette personne, sa mission, c'est de soutirer toute l'information nécessaire de sorte que le savoir reste dans l'équipe et pas uniquement sur l'expert. Parce que quand le problème, un expert, bon, c'est toujours des gens de bonne volonté, hein. On ne parle pas de manipulation politique ici, hein. C'est souvent des gens de bonne volonté. Mais si mon expert est malade ou si mon expert est en vacances, bah, il y a tout qui part en sucette, quoi. Donc l'idée, c'est que le savoir doit rester pareil. Donc je fais pareil pour moi en tant que coach agile quand je viens. Mais j'ai mes Scrum Masters, j'en ai un qui me suit. Et sa mission, c'est de me prendre toutes les informations que j'ai. Et voilà. Et comment tu fais avec, typiquement, dans une DSI, par exemple, hein, si tu es d'accord de prendre ce contexte-là, Ouais. où on va parler typiquement d'un urbaniste ou des archis qui vont urbaniser le système, souvent ils vont te dire, ah, il faut qu'on fasse une étude d'archi. Donc lui, il est même pas, tu vois, dans les équipes à aller pousser le savoir, hein, ce qui est plutôt la problématique des experts. En effet, je te Ouais. rejoins. Mais ces gens-là, tu vois, voilà, ils ont encore c'est un autre type d'oiseau. Moi, c'est les drôles d'oiseaux. Et les équipes les attendent, tu vois, pour bosser, en fait, ces gens-là. Parce que, Ah, bah, tiens, alors, voilà. c'est une bonne question parce que si mes équipes attendent ces gens-là, c'est que j'ai un problème avec mon équipe. Ouais, sauf qu'une équipe, est-ce qu'elle a la capacité aujourd'hui de faire une urbanisation dans un SI? Je ne sais pas, je pose la question. Ouais. Bon, j'ai parti du principe que l'architecte, c'est ce qu'il fait. C'est pas très souvent le cas, hein. L'architecte, on va dire, dans ce cas-là, moi j'ai vu des architectes, c'est même eux qui m'ont apporté le mot flotteur. Et ils venaient, moi, ils aidaient, vraiment, ils aidaient, ils avaient le design, ils aidaient. Ce qui était intéressant pour eux, c'est que d'un côté, ils avaient leur projet architecture, où ils réfléchissaient ensemble pour designer. Et après, ils venaient donner les petits bouts dans les équipes pour pouvoir tester leurs idées, leurs concepts. Et ils aidaient les équipes. Donc, ils venaient même dans les délits, mais ils faisaient partie des stakeholders. Donc, ils étaient planning et revue la plupart du temps. Mais ils avaient un relais local dans l'équipe. Ouais, mais du coup, la question de Philippe, si je la reprends, c'est justement la partie projet, leur projet d'architecture. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait en amont ou avec ou à côté, mais en tout cas, ils sont bloqueurs pour la suite. Une fois que le projet est fait, je comprends bien qu'ils peuvent devenir flotteurs pour venir intervenir ponctuellement. Euh, alors, ben, je veux dire, même pendant le projet. Parce que là, je me lie à Scott Ambler, qui a fait Agile Architecture. L'architecture, elle est évolutive. Le Ouais, problème, c'est que si je fais un design en amont et que mon design est pourri, par exemple, ce qu'on appelle le fameux modèle Spotify, le vrai modèle Spotify, c'est sur l'architecture.
Ils ont changé de l'architecture. Et si mon architecture est rigide, les gars ont travaillé pendant 3 ans, 10 ans pour trouver un truc incroyable, ils ont construit une cathédrale qui est complètement, c'est le Titanic. Donc mon architecture doit être complètement flexible. Donc ils ont une vision, ils ont des prototypes, mais il faut qu'ils sachent également que peut-être ce qu'ils font est obsolète de ce prochain sprint ou le prochain release. Et souvent, c'est pas le cas, c'est pas ce qu'ils aiment. Mais il faut que l'architecture est évolutive, hein. C'est même écrit dans le manifesto, monsieur. Ouais, 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 mais quand tu ouais. Mais Mais, je suis ancien architecte, donc si tu veux, je sais je pas. vois bien de quoi tu parles, mais malgré tout, tu vois, bon. En tout Hmm. cas, je pense qu'il reste quand même des parties un petit peu, et j'ai l'impression que c'est là-dessus que les gens nous attendent, en fait, sur leurs problématiques de, j'ai un gars qui devrait être typiquement dans 10 équipes, je fais comment, j'en ai qu'un. Et j'ai aussi des études d'urbanisme. Alors, on peut peut-être enlever architecture, mais d'urbanisme, Ouais. d'Annecy avec 70-80 applications, avec des gestions de flux, etc. Qu'est-ce que m'apporte l'agilité comme solution pour traiter ces problèmes-là? Après, c'est mes contextes, hein, Pierre, hein, tu vois, c'est. Donc, je t'invite à lire Scott Ambler, peut-être que tu connais. Bah ouais, je connais, ouais, ouais, mais Et le côté évolutif, le problème, c'est quand tu as 80, 100 applications, bon, ça, c'est pas très gros, mais tu vas pas tout garder. À un moment donné, il faut que tu jettes. ouais, ouais, mais bah oui ou non, ça dépend un peu de ta population. Tu vois, je peux pas trancher comme ça. Je peux pas trancher comme ça. Ouais, mais c'est bien de trancher comme ça, tu sais. Le problème, ça fait 20 ans qu'on ne tranche pas comme ça. Et à un moment donné, tu sais, on est même sur, par exemple, je travaille beaucoup des équipes support, hein. Je dis, écoute, tout ce qui est plus vieux de 30 jours, tu dégages. J'ai des tickets qui ont 5 ans. Oui, mais les gars, ils sont déjà à la retraite depuis. Donc, on est obligé de, même en architecture, il y a des trucs qu'il faut que tu vides et que tu laisses la place à des nouvelles choses qui viennent. Tu sais? Oui, mais ces nouvelles choses vont nécessiter des études parce que tu vois, ça se fait pas comme ça. Et du coup, avant que ça arrive dans les équipes, c'est cet aspect un petit peu, voilà, travail préparatoire avant de. C'est ça que Ouais. j'appelais bloqueur, etc. Bon, Ouais. mais après, il y a peut-être rien de magique ou de neuf. Non, non, Euh, j'entends bien ce que tu dis, hein. Mais à l'heure actuelle, les architectures, elles ont complètement changé. Même ce qu'on appelle l'urbanisme. Moi, j'ai des gens qui travaillent beaucoup avec TOGAF, ils font des trucs, entreprise, architecture, machin. Je dis, mais la plupart du temps, c'est obsolète ce qu'ils font. Et que tant qu'ils ont fini, c'est complètement obsolète. Il faut anticiper. Donc, on travaille beaucoup sur la notion de plateforme digitale. Ouais, mais tu réponds pas à ma question. C'est-à-dire que tu es en train de me dire il faut changer. Moi, je te dis OK, on change, mais de changer, ça nécessite que les gens y réfléchissent. Et quand ils sont en train de réfléchir à ce changement, tu as des équipes qui disent ouais, mais nous, on avance comment? Parce que c'est les mêmes gars dont on a besoin pour avancer sur le tout de Ok, suite, en fait. ok, la réponse, c'est donc les gens doivent réfléchir, mais plus rapidement. OK, Eh ben, ça marche. C'est une Et, réponse. et plus rapidement, mets de côté la provocation. C'est-à-dire que même un architecte est un agiliste qui va pouvoir peut-être tester une idée. Ouais, là, je suis en phase avec toi. En effet, on fait des grands plans sur la comète et on sort un référentiel au bout de 5 ans quand tout le monde a fait son propre référentiel en interne parce qu'on attendait la liste des pays, des tables, des machins et tout ça. Ouais. Donc Ouais, là-dessus, je peux te rejoindre. j'ai eu chaud. Mais non, non, mais on est aussi sur des cycles de vie beaucoup plus courts, hein, des solutions maintenant. Mhm. Donc même des systèmes de core banking qui tenaient 15-20 ans, maintenant c'est 5-6 ans. Bon, certaines tiennent 10 ans. Et après, ça devient franchement des trucs horribles, quoi. Donc Euh, le message, c'est faites, faites. Arrêtez de réfléchir, faites. Et ben, puis, euh, oui, alors ici, il y a le point qui, je veux dire, pourquoi on est complètement dans l'agilité. L'agilité est un système non linéaire. Les systèmes linéaires, on prépare en amont, on donne à faire faire, les patterns viennent avant les données. Donc j'ai les patterns, on teste les données et on regarde ça. Part du principe que tes patterns sont exacts. En agile, on sait la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est dans le faux. Donc il y a à côté la dynamique complexe qui est une collection de données et on a des patterns qui sont émergentes. Donc vraiment, l'agilité, c'est le truc complètement dans l'autre sens. Grosso modo, viens avec des options, stigmatiser des options. On est sur un laboratoire, on teste la simulation, on simule la chose, on analyse le résultat. C'est là que l'analyse doit se faire, sur le résultat. Et après, on fait un stop au go, hein.
Et donc, ce qui permet d'être un peu plus rapide. Donc, par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé avec SAP sur des grosses architectures très complexes. Le plus gros challenge n'était pas sur l'architecture, c'était sur l'architecture des données. La faute. En Désolée. fait, les échanges avec Philippe, là, euh, moi, ça me faisait penser au fait que dans le modèle de Pierre à la cible, ah oui, Rafik, il y a une question. Alors juste, je fais la transition, puis je te donne la main. Ça me faisait penser au fait qu'il y a effectivement la cible, où tout est cohérent et on n'a pas les problématiques parce que voilà, l'architecture est la bonne, elle est évolutive, on n'a pas comment dire, toutes ces... Enfin bon, bref, on sait faire. Et donc ça pose la question de la transition. Et dans ton livre, tu as une partie t'as une grosse partie sur la transition. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que finalement, c'est aussi ça le sujet, d'aller vers cette cible. Parce qu'on peut tous imaginer une organisation voilà, très flexible, très réactive. Mais comment on y va? Parce que là, un des points de l'agilité, de l'organisation agile, c'est pas de naître agile, c'est de le rester ou de le devenir. Donc, c'est aussi ça le sujet. Avant, il y a la question de Rafik, du coup. Ouais. Merci, merci, bonsoir à tous. Merci Pierre pour cette présentation. J'avais une question un peu environ de ce que tu viens de dire, Laurent. C'est concernant le leadership nécessaire en fait pour enclencher cette transformation. Alors sans aller dans le détail, je pense qu'on partage tous ici cette question de mindset et comment enclencher chez des dirigeants le mode un peu adaptatif parce qu'ils sont dans le mode prédictif, hein, on parle d'organisation en général, ce sont des entreprises à but lucratif, donc générer un certain profit. Et avec cet état d'esprit, la banque en est le parfait exemple. Je veux investir quelque chose, qu'est-ce que je vais obtenir derrière? Et je pense qu'on partage aussi ça, c'est que ça va à l'encontre un peu de on va tester, c'est un laboratoire, etc. J'ai déjà accompagné, par exemple, chez un constructeur d'automobile, le fait d'équilibrer le coût de fabrication d'une bagnole par rapport le coût d'une création d'une nouvelle bagnole, où là, ils ont besoin d'être un peu en open bar. Donc, ma question pour toi, très factuelle, Pierre, c'est comment que tu adresses ce switch de mindset, le fait d'accepter de lâcher le contrôle pour contrôler quelque chose d'autre, pour embrasser cette imprédictibilité, je dirais, imprédictibilité. Voilà, Ouais, je ça va dirais. très bien. Et donc, sur ce leadership, et puis enchaîne sur un petit peu la transformation, quoi. Donc, sur tout ce Ouais. sujet-là, quoi, finalement. Alors, Merci, merci beaucoup. Par rapport à ta question, la réponse est relativement simple. C'est plus où tu as des gros débats politiques sur le côté prédictif, machin, c'est souvent sur les projets qui sont des projets de gestion. Hein, il y a pas le feu au lac, quoi. Hein. Donc, quand il y a des projets de feu, où on développe le produit, je serais étonné de voir que les leaders, ils sont relativement, ils aident énormément. Et les gars on parle vraiment la même langue. Moi, j'ai pu intervenir un petit peu chez Daimler, le groupe. On était sur des projets, ils annoncent, ben nous on veut Digital Factory, machin. Je dis ok, ouh. Je les vois venir de loin, je dis c'est quoi? Je dis ah ben on a les nouveaux modèles qui vont sortir, la classe S, la classe E. Je dis ok, très bien. Ah ben maintenant entre l'idée et la production c'est 6 mois. Je dis pardon? Normalement c'est 5 ans, 3 ans, 6 mois. Je dis, waouh, vous faites comment? Là, c'était, genre, pour que je sois choqué, il fallait y aller. Mais là, j'étais vraiment, et les gars, ils y arrivent relativement bien. Mais là, en l'occurrence, l'architecture, elle est modulaire. On a une approche qui est relativement faite par les Japonais, surtout Honda et Yamaha qui faisaient ça. On était sur du proactif, mais on avait plutôt les leaders qui étaient porteurs. Et qui étaient porteurs se l'idée et ils n'étaient pas en contrôle, en gestion complète. On était vraiment des leaders. Et après, en termes d'agile, par exemple en modèle, on est sur les nouveaux modèles de l'agilité que tu vas découvrir si tu fais une certification CAL, sur Certified Agile Leader. On va parler du shared leadership, du leadership partagé, où Laurent, tu es peut-être expert technique et tu seras le leader technique à un moment donné. Et ce sera OK. L'important, c'est le résultat et c'est pas comment on y arrive. Donc, une des approches, moi j'ai le gros avantage, je suis beaucoup dans des environnements très, très, très anglo-saxons. On est beaucoup plus sur la livraison que sur le formalisme.
Et donc, ça change beaucoup. Tu as beaucoup de gens, même des Scandinaves, où le côté je contrôle les papiers, je m'en fous, je fais confiance. Je te donne un truc à faire lundi, je reviens le vendredi, t'as fait quoi? Bah, t'as foiré. Je dis, bah, écoute, on arrête, hein. Ils vont être sympas avec toi, mais ils vont arrêter aussi avec d'une manière sympa. Et ils vont pas te contrer tous les 5 minutes. Il dit, j'ai d'autres chats à fouetter que faire ça. Et donc, le contexte joue beaucoup. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question. Ah, mais du coup, dans le contexte français, est-ce que tu as des, Ah ben, t'as ouais, des donc moi, clés pour enclencher ces alors, transformations? étonnamment, Voilà, étonnamment, il y a un truc, c'est qui est le côté grande gueule, ça aide. Le côté quinca bedonnant, ça aide beaucoup. J'étais avec la direction BNP Paribas. À ce moment-là, j'étais DCG Digital Venture. On arrivait là-bas, notre groupe leader, lui, il parlait cash. Et on n'était pas en costume cravate, on était en t-shirt il n'en a rien à faire. Il avait rien à faire. Et s'il rentrait dans le modèle un petit peu, tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu rentres dans le jeu un peu politique, machin, le gars, c'était les Australiens. C'est comme ça, c'est cash. Il faut que tu sois cash, direct et montrer que tu es sûr de toi. Et tu dis, on va peut-être foirer. Si tu rentres dans le petit jeu, et ça, t'as pas qu'en France, à Londres, tu l'as aussi. Tu rentres dans ce jeu qui est politique, qui maîtrise beaucoup mieux que toi, t'es mort. Donc il faut dire, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mais je peux le faire qu'avec vous. Est-ce qu'on est d'accord? On est Ouais. aligné? On y va. Tu prends le temps et tu lances. Ok, alors, quand tu es un dep, être cash, tu risques juste de te faire virer de la mission, c'est pas grave, tu en trouveras une autre. Quand tu es salarié, comment tu es cash? Eh ben, t'as embauché un adepte? Tu prends un consultant comme Pierre. Bah, écoute, moi je suis non, non, mais je suis complètement honnête là-dessus. Et c'est pour la raison Bon, que tu cites. Tu dis, moi, tu peux me virer. Moi, si je alors vire, justement, on ouais, est des fusibles. oui, oui. ouais. Alors Pierre, je comprends ta réponse. Si je peux me permettre, Laurent, si je peux Vas-y, vas-y, prendre 2 minutes, si ça ne te bien dérange sûr. pas. D'accord, merci. En fait, si je te dis ça, c'est que ma dernière mission, sans citer un peu le client en question, c'est une administration. Du coup, j'ai été embauché pour faire un audit. Et, et quand justement j'ai été avec cette logique-là, cash anglo-saxon que tu décris, où on a un problème, on veut le régler. Et quand tu viens avec ton expertise, après quelques kilomètres, bah, tu leur dis, ben voilà, de mon point de vue, bah, il va falloir peut-être arrêter de faire ça et de commencer à faire ça. Et quand ça ne plaît pas, bah, tout simplement, c'est ce que tu dis, ce que Laurent dit, bah, quand tu es freelance comme moi, on te dit non, merci, on va chercher quelqu'un d'autre qui va nous dire ce qu'on veut entendre. Donc, ma question, c'est vraiment concernant la conduite de changement quand tu vois de la résistance comme ça. euh, Est-ce que tu y vas quand même à l'anglo-saxonne ou bien est-ce que tu as eu des situations où c'était un peu à la française, où tu devais peut-être un peu réfléchir un peu plus à une stratégie, comment ramener les choses, comment provoquer une prise de conscience? Voilà, J'ai c'est j'ai le, ma numéro- question. j'ai le sens de l'humour français, mais en fin de compte, je suis vraiment allemand. Donc, je suis pas diplomatique pour un sou. Je dis, si vous voulez la merde, allez-y. Bah, écoutez, c'est votre problème. Le dernier truc, c'était l'année dernière, j'étais à Cambridge, où à un moment donné, j'ai fait le rapport, j'ai fait l'audit. Tu fais très bien les résistances, tu fais tout le débat, tu faisais des présents. Je dis, on va faire une réunion pour travailler dessus. Tu as 40 personnes qui vont juste regarder tes slides et ton rapport. Donc, tu es sur le grill. Je dis, et tu vois vraiment qu'on t'attaque un petit peu. Je dis, et moi, j'y vais avec une grosse rigolade. Je dis, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Donc, je vous donnais mais c'est le rapport, je vous l'ai fait il y a un mois. Vous avez fait quoi depuis? Et après, mais tu vas mollo parce que tu dis, bon, c'est pas la peine que tu vas provoquer juste pour provoquer. Ça n'a aucun intérêt. Mais après, tu as t'as les conversations de couloir. Où tu as les gars qui viennent, bon, tu as complètement raison, mais tu comprends. Je dis, ben, tu comprends. Et là, c'est même pas la France, c'est le Moyen-Orient, hein. C'est là qu'il faut. Et là, tu comprends, et là, tu commences à dire, bon, écoute, fais-nous une offre, fais-nous une proposition, et comment faire. Et à un moment donné, mes dernières recommandations, je dis, arrêtez votre truc. Dans ma recommandation, c'est arrêtez. Arrêtez. Ce que vous faites, c'est complètement faux. Parce que c'était 9 équipes, la faute des équipes.
L'équipe ne travaille pas, ils ne savent pas dire non, ils travaillent mal, la qualité est mauvaise, mais tout le truc était complètement bancal. On Et avait le même. Je savais pas. ouais, mais je pense que je suis pas le seul. Et ce qui m'énerve, c'est que on a tous ces situations-là, et ça doit être un peu pathétique. Donc, à un moment donné, je vais pas me battre contre les gens qui veulent du safe, mais même les safe, c'est pas ce que font les gens. Ils font ce qu'on appelle l'agile at scale, qui est du OKR, du safe ou du Scrum at scale, de temps en temps du less, et un genre de ce qu'on appelle du Spotify, l'idée est intéressante, mais on sait toujours, l'erreur va se faire dans l'exécution. Donc c'est là que mon approche va être intéressante. Si vous voulez, je vous montre les slides encore pour vous taquiner encore un peu plus. Si tu peux parler de la transition avec les cinq C'est ça. phases, etc., ou les Ouais, 12 étapes. c'est pareil, je sais. J'ai structure, j'ai organisation, hein, mon petit truc. Moi, ce que je veux, c'est je veux réduire la structure et je vais augmenter l'organisation. Parce que dans l'organisation, c'est là où j'ai mes projets qui vont rapporter de l'argent à l'entreprise. La structure, ça rapporte juste pas d'argent à l'entreprise. Relativement logique pour tout le monde. Donc, comment je peux faire pour réduire ça? Management driven. Ici, on a la carrière, ça c'est le blabla. Donc, ça, c'est mes outils de travail. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour passer de l'inconnu à un modèle qui est AO? Donc, grosso modo, j'ai réfléchi en termes de polarité. Je sais quoi, ça ressemble à quoi une entreprise agile quand elle est finie? Ça ne veut pas dire que je vais y arriver, mais ça ressemble à quoi? Bah écoute, ça marche, ça ressemble à une plateforme qui est mise à disposition où des équipes font des transactions. Hein, donc mes équipes sont autonomes, on fait des transactions, et je viens un petit peu une approche qui est un peu ROVE, Result Only Workable Enterprises, où les gens viennent, ils n'ont pas d'organisation, ils sont complètement, euh, quand ils veulent, c'est un genre de Airbnb, mais l'entreprise, ça devient un Airbnb, où j'ai des acheteurs, des vendeurs. Ça, c'est le top. Ça ne veut pas dire qu'on veut y arriver. D'accord? Ce qu'il veut, c'est savoir. Donc, ça, c'est d'un côté une des polarités. L'autre polarité, c'est l'inconnu. Je ne sais pas où je suis. Pour arriver à ça, je sais que j'ai à peu près différentes phases. J'ai à peu près 5 changements de paradigme. Je vais vous expliquer. Et pour avoir ces changements de paradigme, j'ai des micro-passages, des points d'entrée, qui s'appellent les 12 phases de la transformation agile. Je vais être un peu plus clair ici. Voilà. Donc, je les ai appelés 1. Sur la partie, alors je suis obligé de décaler un petit peu parce que j'ai mon petit écran avec plein de trucs dessus. Ici, on a la partie à gauche qui est plus ou moins linéaire. Je fais première phase, paradigme 1, c'est, je sais pas, j'appelle ça agilité ou agility. Agility, c'est ce qu'on appelle en anglais Agile Entertainment. Je m'amuse avec les outils agiles, mais bon, hein. Et parce qu'en anglais, l'agility, c'est comment tu, tu formes, tu entraînes ton cheval et tu entraînes ton chien. Donc, quand il y a des grands débats sur agility, machin, je dis voilà, bah, écoutez, continuez comme ça, c'est très bien. Donc, ensuite, une autre phase qui est awaken. Donc, si je veux arriver ici, il faut que j'apprenne à être à peu près structuré. Donc, on peut avoir du waterfall, je peux utiliser des méthodes projet pour que j'apprenne à définir la limite. Rubicon, c'est j'améliore mon système initial où je vais faire peut-être un peu de lean, où je peux faire du Kanban, du lean aussi avec une forme aussi de méthode agile. Et Adventure, qui est plutôt le switch, parce que Rubicon, bien sûr, c'est franchir le Rubicon. Et là, je fais mon switch, je passe en mode agile, où on est complètement système ouvert, très complexe, grosse dynamique. Mais ça arrive que parce que les gens ont compris déjà comment c'est un travail structuré. Parce que si je fais open bar et on donne définir limite, c'est pas l'agilité, ça va dans tous les sens. Donc j'ai fait définir les différentes étapes comme ça. Alors en fin de compte, ça fait comme ça, les techniques. J'espère que vous voyez mon écran. Donc grosso modo, les trucs, je fais du management scientifique en départ. C'est donc, parce quand Elon Musk il dit je fais des voitures en mode agile, en fin de compte, il fait du lean, il fait du system thinking. Parce qu'ici, on est plutôt moins du waterfall, ce qui permet d'éduquer des gens pour apprendre à travailler. Bah, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Comment je travaille ça en mode projet, en mode non projet, en mode support, que j'ai des SLA, que je fais de l'ITIL, des choses comme ça. Un truc qui fait du sens, une méthode, hein, pour qu'on ait un socle. Donc, on est typiquement sur le chouhari. Tu vois, tu travailles la méthode et après, tu vas au-delà de la méthode.
Le lean, ça permet de nettoyer un petit peu les processus inutiles pour arriver sur un truc relativement efficace. Et ensuite, on ouvre les chakras, on passe sur la créativité à distance. Bien sûr que c'est des modèles ou des équipes qui vont passer de l'un à l'autre rapidement, mais ce qui permet surtout de définir avec mes clients, tu veux une transformation agile, là, les différentes étapes, tu vas aller où? Tu veux Agility, Awaken, Rubicon, Adventure, ou déjà, ça veut dire mes équipes, c'est les startups internes. Et par du temps, ils disent, ça, c'est très sexy, c'est très intéressant, mais c'est pas réaliste chez nous. Donc, si je veux m'arrêter, je pense que je vais être Rubicon. Et Rubicon, on va dire, j'ai 5 6 niveaux où il y a une présentation que j'avais donnée qui explique comment arriver, qu'est-ce qui se passe dedans. Donc, en niveau 6 où j'ai vraiment des équipes agiles, des équipes Scrum ou Kanban, pour moi, ça fonctionne la même dynamique. Donc, elles sont relativement proactives et elles travaillent avec des clients et avec les utilisateurs. Et 6 c'est relativement possible. Soit à l'heure actuelle, le groupe que je supporte dans cette transformation, l'objectif, c'est ramener tout le monde à 6. C'est une petite structure, il y a quoi, 600 700 personnes. Je forme tout le monde. Enfin, je fais des workshops, ce qu'on appelle des workshops transformationnels. Et donc, ils apprennent certainement à libérer, à comprendre, bah, tu fonctionnes comment, et toi, tu comprends ton processus interne, comment tu le lis au processus du groupe, pour qu'on arrive à vraiment avoir le workflow de l'ensemble. Et chaque fois qu'on a des feedbacks, je transmets à la direction, et ils voient en fin de compte une vraie cartographie de toute l'entreprise. Et par rapport de là, on a la capacité de concevoir. Donc, on va découvrir que, par exemple, là, à Pristina ou à Skopje où j'étais la semaine dernière, bah, ils ont une organisation à part, hein, parce que c'est la même culture. Donc, il faut que la tienne compte. Donc, on est sur les sociogrammes et pas uniquement les organigrammes. Donc, mon modèle transformationnel here, ici, ça permet vraiment de savoir, OK, où est-ce que je vais aller. L'agile, pour moi, mon agile, ça va être plutôt à ce niveau-là, ou mon agile, ça va être plutôt 6. En réalité, au bout de 23 ans d'agile, je pense qu'on a beaucoup de niveau 2 et niveau 3. Très peu de 4 et 5, voire pas du tout de niveau au-dessus. Et c'est un peu triste. Donc, quand j'ai expliqué avec Laurent dans la conversation qu'on avait, il dit, tu vas pas te faire des copains quand tu parles de Lean. Et je dis, bah, Lean, c'est fait de marche arrière, hein. Typiquement ici, on ouvre une façon qui est un système non linéaire et complexe. On va collectionner plus ou moins des différentes options. On va prendre des décisions au jour le jour et tout le monde est appliqué. On est vraiment sur l'équipe autogérée. On n'est pas lié à un processus. Le processus peut être changeant. Alors qu'en Lean est plutôt au niveau 5, entre 5 et 7. L'agile est niveau entre 7 et 12. C'est presque choquant ce que tu dis, mais positivement, hein, c'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui, finalement, dans ton modèle, l'agilité commence au niveau 7 et que finalement, les entreprises, il n'y en a pas une qui arrive à ce niveau-là, malgré tes 23 ans d'expérience et d'accompagnement. Euh, Ah, je parlais de 23 ans d'agile, j'ai Ouais, presque ouais, 40. ouais, non, mais c'est Je suis ça que je voulais vieux. dire, pardon. Euh, et donc, juste pour clarifier, parce que nous, on n'a pas le modèle en tête, euh, le 7, là, c'est quoi la grosse différence? Tu parlais d'un Je, switch, mais c'est je, quoi la je, différence à ce niveau, quoi? je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Niveau zéro, c'est ça. Donc, à grosso modo, à gauche, tu as une structure, tu as le management en haut, tu as les opérations, donc c'est les gens qui sont en bleu, et j'ai le client qui est à droite. Donc, grosso modo, niveau zéro, je ne sais pas où je suis. Le niveau un, on se rend compte qu'on a un client. On a en rouge, c'est un chef de projet qui va travailler avec un chef de service. Il connaît pas le client, il sait même pas pourquoi on fait, mais il passe son temps à chasser des ressources. Alors demander, est-ce que vous êtes dispo? Ça, c'est niveau 2. Un. Beaucoup vont de gens se dire, je me reconnais déjà. Donc, niveau un, c'est ça. Le niveau 2, le niveau 2, on se rend compte qu'on a déjà quelqu'un en interne qui parle avec le client. Ça peut être le service marketing ou les ventes. Mais mon chef de projet, il a un peu plus de maturité en termes de gestion de projet. Il sait qu'un projet, c'est une équipe. Donc, il constitue une équipe qui est déjà dédiée au niveau 2. Donc, si tu n'es pas d'équipe dédiée, tu n'es même pas au niveau 2, tu es au niveau 1. Donc, mon chef de projet, il travaille toujours avec un directeur de service, il ne connaît toujours pas mon client, mais il travaille avec une équipe dédiée qui va travailler pour lui. En niveau 3.
Au niveau 3, on a mon chef de projet qui cherche un coordinateur de projet ou un Scrum Master. Parce que lui, il travaille toujours en cas que la direction, par exemple, souvent un analyste métier, sur le travail sur les exigences ou les processus métiers. Donc, il travaille sur des cas, il fait des cahiers des charges. Mais ici, j'ai un Scrum Master qui travaille déjà ou un coordinateur de projet qui travaille déjà avec l'équipe. Mais on n'est toujours pas en contact avec le client. En modèle 4, hop, gros switch, mon chef de projet, on peut l'appeler le product owner, il, il est habilité pour travailler directement avec le client. À ce niveau-là, c'est donc la dynamique devient complètement différente. Mais il est ici, grosso modo, il vient à peu près la voix du client. D'accord? Là, on est au niveau 4. Donc, à peu près, c'est un Scrum, le vieux Scrum de base. Le vieux Scrum d'il y a 30, 20 ans, quoi. C'était comme ça. Après, en niveau 5, ben, mon product owner, il va se rendre compte que, ah, bah oui, mais ce serait peut-être intéressant que je trouve des user stories. Pour les user stories, il faut que je connaisse les utilisateurs, donc les users. Donc, il va travailler beaucoup avec le client pour définir ben, c'est qui les utilisateurs. Donc, on a un système qui va se créer entre le client, les utilisateurs, où j'ai encore pour l'instant mon product owner qui n'est pas tout à fait dedans, pas tout à fait dehors, mais qui commence à interagir. Ça, c'est niveau 5. J'ai toujours mon équipe qui carbure et le management, j'y touche toujours pas. En niveau 6, c'est un peu différent. 6, c'est que le réseau, le système du client et des utilisateurs s'est élargi. Et maintenant, mon product owner fait partie de ce système-là. En niveau 7, c'était la question. Niveau 7, c'est beau que c'est intéressant. J'ai toujours le système avec mon client et les utilisateurs. Eux, ils parlent tout le temps ensemble. Mais du coup, j'ai mon product owner qui est devenu part de l'équipe Scrum. Donc, ce qu'on appelle la Scrum Team. Hein, donc, une Scrum Team, c'est mon product owner, c'est juste un membre de l'équipe, comme Scrum Master qui est membre de l'équipe. Du coup, en termes de dynamique, elle est complètement différente. Tu es d'accord avec ça, Laurent? Bah, c'est ton modèle, hein. Mais par contre, là où je m'interroge, c'est des systèmes comme cela, on en a rencontré, on en a conçu ou Ouais. transformé. Donc, à ce niveau-là, on l'a déjà rencontré, hein. Ah oui, oui, mais l'idée, c'est pas de réinventer quelque chose de nouveau, hein. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est tu disais, toi, dans ton expérience, tu te rends compte que on n'est pas arrivé au niveau, on était arrivé au niveau 4-5, mais pas au. Ah ouais, mais ici, j'ai des petites structures, certaines sont comme ça, mais tu reviens 6 mois plus tard, elles ne le sont plus. Ouais, et puis tu parles de toutes les équipes dans l'entreprise. C'est pas seulement une parmi 10 ou. Oui, Enfin, ouais, oui. Mais je peux avoir, par exemple, en l'occurrence, je prends nos amis de Dimitri, l'équipe de Dimitri Bailey, ouais. extraordinaire. Les gars, enfin, je sais pas comment ils ont évolué, mais à l'époque, c'était extraordinaire. Ça reste parmi des grosses références. J'ai les gars de rue du Commerce avec qui j'ai travaillé, extraordinaire. J'ai les Tu gars de parles de chez... Furet? Ouais, les Furets, ouais. Il y a des expériences en France extraordinaires. France, c'est complètement fou. Tu peux avoir des escrimes extraordinaires, avec un niveau d'agile que j'ai jamais vu ailleurs. Mais à un moment donné, ça part en sucette, comme si bah, c'est intéressant de le faire maintenant, mais on va pas toucher plus loin. Comme il y avait, je crois, Informatique des banques populaires à Nantes, ils avaient fait venir un sociologue, j'ai peur de dire une bêtise, qui avait fait une approche qui est relativement similaire à la mienne. Ils avaient des résultats extraordinaires. Et après, ils ont changé le truc et c'est devenu n'importe quoi. Et ça, je trouve ça un peu triste. Bref, après, je vais arriver au Vas-y, 8. vas-y. Ouais. Je passe rapidement au 8, tu vois. 8, mon client, les utilisateurs, tout le monde travaille ensemble. Ça, je l'ai vu chez SAP, une équipe, trésorerie, où j'avais mes utilisateurs et mes clients qui étaient dans le daily, hein, daily meeting. Incroyable. Là, tu dis, waouh, ça fonctionne. Ils sont pas bons sur plein de trucs, mais là-dessus, c'est incroyable. Et ici, j'ai mes management qui viennent, c'est une équipe agile de managers dont l'objectif est d'aider l'équipe agile. Après, en 10, cette équipe de managers, bah, ils ont plus besoin de passer par la hiérarchie, ils parlent directement avec la direction. C'est qu'ils ont directement un budget. Et en 11, bah, cette équipe-là, elle n'a même plus besoin de passer par la direction, elle a un budget annuel, point. C'est comme une entité à part. Pour arriver au niveau 10, on est sur le système qui est le modèle AO qui s'inspire du modèle Stern Stewart.
qui est, puis j'ai une plateforme, au milieu, j'ai le Plexus qui est le comité exécutif ou qui va gérer les portefeuilles et les équipes qui travaillent en mode projet ou en Swarm, en nuée. Là, c'est un mode modèle. Du coup, le niveau total, c'est ce que tu disais, Pierre, c'est-à-dire un ensemble de startups. Là, ici, c'est un ensemble de startups, oui, oui. Là, Ok. mais tu vois, mais c'est ça, ce qui permet, c'est que j'ai passé pas mal de temps à expliquer ça. J'ai donné quelques conférences. Euh, et ce qui a plu aux gens, c'est par exemple beaucoup de chefs de projet, beaucoup dans la pharma, ils comprenaient du coup ce qu'on voulait dire en termes agiles. Ça, Mhm. c'est des choses. Ils disent, ah ben je vois très bien où on veut aller. Alors bien sûr, il y a des outils de mesure dynamique, il y a plein de chiffres, mais là je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Mais ça, c'est le modèle avec les différentes phases. Souvent, ça reste au niveau des phases, le détail, parce que ça peut être mouvant. Mais ça permet simplement de dire, OK, je vais être agile. Je dis agile jusqu'où tu vas aller. Et ça a aidé. Et en l'occurrence, les clients que j'ai à l'heure actuelle, ils utilisent le Agile at Scale pour la relation avec la holding. Donc, en grosso modo, c'est les résultats qui vont être validés avec le Agile at Scale. Comment on procède à l'intérieur, c'est plutôt entre Scrum et Kanban, mais on va travailler sur cette dynamique de groupe et on va être sur une granularité beaucoup plus fine, à savoir, on apprend les gens à dire non. Non qui ne veut pas dire non, non, mais qui veut dire non, pas maintenant. Travailler sur l'engagement et avec des résultats assez incroyables. Mais je te rembête un peu, tu vois, parce que ce que Oui. tu dis là, le modèle, moi j'ai l'impression que j'ai la chance, j'y suis presque dans une boîte dont j'avais un peu parlé à Laurent, au delta près, que justement je ne peux pas avoir que des startups puisque j'ai des transverses, tu vois, parce que en termes RH, malheureusement, j'ai des transverses. Et, euh, et du coup, ça bloque, en tout cas, je reste bloqué à un certain niveau. Ça, c'est le premier point. Et est-ce que ton modèle, bah, quand tout d'un coup, il faut 90 personnes pour faire, par exemple, un logiciel, tu vois, Mhm. ou rendre un service à un utilisateur, bah, tu vas retomber dans des équipes bah, du Scrum of Scrum, etc., quoi. Non? Ouais, ouais, mais ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est comment tu l'utilises. Si tu prends le processus pour le processus, ou tu fais un Scrum of Scrum qui est des points d'alignement. Ouais, mais tu vas te retrouver dans la problématique comment tu gères tes dépendances, etc., quoi. Oh Parce ben non. qu'une startup, moi, je la vois autonome, en fait. Vraiment autonome. On se débrouille de tout. Voilà. Ah oui, oui. Mais quand on fait du planning, moi je te dis, moi je veux zéro dépendance entre les équipes. Et ça grogne déjà. Mais on est obligé de repenser ça différemment. OK. Ouais, Et mais du quatre- coup, ça touche effectivement à l'architecture, à la manière dont tu Oui, le découpes, et finalement, ça revient aux fondamentaux de l'agilité, sur tout à fait. savoir comment avoir ces équipes autonomes. Mais OK. le point de Philippe, c'est que, bah, enfin, ou en tout cas le mien, c'est que ce principe, on le connaît et on le cherche, mais il est quand même pas toujours évident à, à réaliser. Ah, Mais faut- moi je propose pas un processus, hein. C'est pas le truc qui appuie dessus et par magie que ça marche. C'est plutôt un outil pour définir clairement où on va dans la Du, transformation. ouais, du coup, le shift, ça serait, tu me dis, Pierre, si je me trompe ou si je trahis ta pensée, mais tu vas dans une boîte et tu dis, bah, faites-moi des startups juste. Arrêtez tout votre Non, bazar. c'est jamais comme ça se passe. Non. Faites-moi des startups et et quand on en sera là, bah, ça y est, on sera au niveau ultime. Ouais, non, mais l'idée, c'est pas d'arriver au niveau ultime. L'idée, c'est qu'on définisse où est-ce qu'on veut aller. Si je veux une transformation agile, c'est je fais quoi? Je dis, c'est quoi le problème? Je dis, ah ben non, nous, on va implémenter la méthode. Je dis, moi, je fais pas ça. Je n'implémente pas de méthode. On Non, va mais arrêter. je ne te parle pas de méthode, je te parle d'objectif. Oui, mais c'est Objectif ça l'objectif. Beaucoup de gens disent l'objectif, c'est d'implémenter Safe, par exemple. C'est pas un Ou d'être objectif. agile. Ouais, être agile, ça veut rien dire. Donc l'idée, c'est tu veux quoi? J'ai un problème d'alignement entre, on va dire, la France et l'Inde. J'ai un problème de coordination entre mes équipes, entre les Balkans et l'Ukraine et l'Afrique. Ça, c'est des vraies questions. Mais là-dessus, tu vas leur dire, bah, faites une startup entre tel pays et tel Non, pays.
Non, 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 tu dis voilà. Et j'ai un modèle, on peut arriver jusque-là. J'ai dit, oh, bon, startup, ça ne nous intéresse pas, mais je vais être en niveau 5 ou 6. Ça, si on est 5 ou 6, c'est OK pour nous. OK. Donc, ce sera l'objectif. Moi, l'objectif, c'est pas du tout arriver startup, hein. Non, mais Euh, c'était pour pousser ton modèle. Je me disais, en effet, je me trompe peut-être. Provocateur. Non, En mais fait, que tu voulais justement voilà, essayer dans de nombreux cas, ou quasiment tous, à arriver au niveau, alors je ne sais plus, 10 ou 11 ou 12, hein. Non, Mais finalement, non. non. Ok. Non, non, non. la, la- pardon, la question que tu poses, Pierre, pour être sûr de bien comprendre, finalement, c'est jusqu'où vous voulez aller. Finalement, c'est plus quel niveau dans cette échelle-là va résoudre les problèmes que vous avez et pour lesquels vous m'appelez, quoi. Voilà. Ok. Simplement, en langage coaching, c'est design the alliance. C'est je vais être agile, agile jusqu'où. Voilà. C'est juste ça. Et par rapport à là, tu as différentes sortes de stratégies que tu peux employer. Mais souvent, le truc, c'est que la vraie question que je pose vraiment, c'est pas start-up. Je mets ça plutôt en termes de provocation, un petit peu. On peut aller aussi loin. Là, je dis, ouais, mais tu vois, les gars, on veut garder le contrôle. Mais la question, c'est que je veux des équipes dédiées et je veux des équipes indépendantes. Et rien que pour ça, tu as déjà à peu près Sur un an. 3 mois. Ouais, au moins sur 3 mois. 3 mois, c'est le bon deal, ça permet de négocier, tu vois? Ça permet de Non, mais trouver c'est une... bien de rappeler l'horizon de temps Oui, oui, oui. de cette exigence. Voilà. Oui, Ok. oui. Ok. Ok. Merci. Ok, je vous propose d'arrêter là. Il est 20h05, on a dépassé un petit peu, mais c'est toujours passionnant. Bah, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Vu que la plupart étaient venus là par curiosité, j'espère que ça a étanché votre soif Et du coup, est-ce que ça vous a, comment dire, donné envie de lire son livre pour voir ça en détail? Et il est pas cher, il est presque gratuit, si tu as Kindle. Ouais, et puis ce que je lui disais, c'est que, il est en anglais, mais il se lit, pardon, très facilement. Moi, j'ai vraiment eu aucun problème à le lire en anglais. Pourtant, je suis pas une star en anglais. Et Et puis, les schémas sont là aussi, Pierre, tu Ouais, partages ouais. avec. Oui, oui. Ah, super. Oui, je me suis fait engueuler pas mal de copains à moi, de copines à moi allemandes. Ils disent, ouais, mais toi, tu es vachement graphique, pourquoi t'as fait? J'ai dit, c'est mon premier livre. Donc j'en ai fait un deuxième et j'en ai deux qui sortent encore cette année. Mais machine à livre. non, 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 mais à un moment donné, tu vois, j'ai ma cliente avec qui je travaille là, elle dit, ouais, mais fais-nous un manuel. Donc, la méthode, je l'appelle AO. Donc, je vais faire le manuel pour AO. Je l'appelais Mao, bien sûr. Et je ne le ferai pas rouge parce qu'elle est chinoise, donc elle ne va pas aimer. Donc, et Et, ça, c'est mon côté pourri français, tu vois. La vanne pourrie, tu vois, des références de glauques. Mais un manuel qui va être complètement graphique. et donc, celui-là, tu vas le publier aussi, hein, c'est ça? Ouais. Et après, j'ai un autre bouquin qui va être beaucoup plus pointu parce que j'ai un cursus de formation de coach agile depuis plus de 10 ans. Et je vais écrire un livre, Qu'est-ce que c'est le coaching agile? Qui est, et dans les formations coaching agile, j'ai à peu près 5 niveaux. Et les gens qui font ça, il n'y a pas forcément des gens de l'IT, mais tout le monde comprend, et ça me rassure un petit peu, l'approche, et la méthode qui est Agile System Dynamics, qui est expliquée dans mon livre. Beaucoup de gens comprennent pas mal comment ça fonctionne. Et quand tu fais le coach, on va rajouter la partie supervision, qui est pour moi également une nouvelle approche qui permet de rendre le coaching concret. Ok, merci à tous. Bah, je vous dis à la prochaine fois. La prochaine fois, c'est, je crois, le 12, je sais plus. Et c'est moi qui ferai l'exercice qu'a fait Pierre là. Moi, je vous présenterai mon modèle, plutôt mon framework. Mais c'est en version très early, très bêta, pour tester mes idées. Voilà. T'excuses pas, rentre dans l'art. La Je tienne. m'excuse pas, je donne le cadre. Donc voilà. Allez, merci à tous Merci. d'avoir passé du temps Merci avec nous beaucoup. et à la Merci, au prochaine. revoir, à Salut. bientôt. Ciao, Au ciao. revoir. Bye.